Peut-être à gauche, ça suffit. Hein, voilà, merci à vous d'être là. Alors, je tiens quand même à remercier le conférencier Louis H, qui est un ami de longue date. On a déjà fait combien de colloques ensemble? Combien de personnes ensemble? Je voudrais aussi remercier notre sponsor, parce qu'on peut faire des événements gratuits. Et si on peut faire des événements gratuits, c'est grâce à notre sponsor intégral. Et aussi au fait que les conférenciers, qui sont des scientifiques de renom, viennent toujours gracieusement. Je dis ça parce que, petite anecdote, il y a quelques années, j'étais à Rennes, je faisais une conférence sur la mathématique du chat. J'en ai fait septembre. Pardon, je vais encore faire une dans 2 semaines. Et donc, l'organisatrice, je vois la même chose, on paye le train, on paye l'hôtel, on paye le petit repas au restaurant. Au repas au restaurant, elle me dit, ah, c'est chouette, les gens comme vous, hein, qui ne demandent pas à être payés. Parce que la semaine passée, on avait Michel Rocard, qui était vivant à l'époque et socialiste, lui demande 5 000 €. Merci Louis. Oui, mais en fait, il faut comparer avec le salaire de Michel Rocard, de toute façon. Tu as beaucoup plus. Bien, bonjour à tous et à toutes et à tous. Ça commence mal. Si parmi vous il y a des spécialistes de la science politique, ils risquent peut-être d'être un peu déçus dans la mesure où moi je ne le suis pas du tout. Je suis mathématicien et citoyen au demeurant, et donc ce sujet m'intéresse en tant que citoyen, mais je vais peut-être être un peu pas assez précis sur certaines notions ou dans le vocabulaire, que sais-je, mais enfin bon, j'ai quand même préparé, évidemment. J'ai d'ailleurs moi-même appris énormément de choses en préparant ce exposé. Par contre, je crois qu'il y a peut-être plus de mathématiciens dans la salle. Alors là, je suis certain, ils vont être déçus parce qu'il n'y a pas vraiment de mathématiques de super niveau. On voit quelques démonstrations quand même. Je ne peux pas parler pendant 1 heure sans faire une démonstration, hein, c'est pas possible. Mais par contre, c'est une conférence dans le cycle mathématiques et société, dont je trouve quand même qu'avoir les 2 pendant comme ça, c'est quelque chose qui vaut la peine. Alors, 3 parties. Une partie tout à fait générale sur la notion d'élection de manière générale, avec une classification qui va s'organiser essentiellement sur 2 pôles qui sont développés dans les points 2 et 3, le scrutin majoritaire d'une part et la représentation proportionnelle d'autre part, tout en sachant qu'il y a des variations à l'intérieur de chacune de ces 2 catégories et qu'il y a aussi des organisations d'élections qui se situent en partie d'un côté et en partie de l'autre. Donc je commence par d'abord dire ce qu'est une élection, quelques généralités, et faire une tentative de classification. Je dis tentative parce que c'est assez difficile de vraiment mettre les systèmes dans des boîtes avec une hiérarchie, avec une arborescence, etc. Donc moi je fais simplement quelques distinctions importantes. Donc, démos, le peuple, et le suffixe cratie pour le pouvoir. Donc la démocratie est un régime politique où le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Alors, ça c'est une définition générale de la démocratie, mais la plupart du temps c'est via des représentants. Autrement dit, on élit des députés, on élit des conseillers communaux et des choses dans ce genre-là, qui n'ont pas nécessairement la totalité de les idées. Donc, ce n'est pas vraiment le peuple qui prend les décisions, enfin bon, il confie les décisions en question à un représentant. Parfois, il n'y a pas d'intermédiaire pour certains points. Je pense évidemment au référendum qui est fortement utilisé en Suisse, mais ça ne peut pas se faire pour la gestion de tous les jours, de tous les problèmes. C'est quand on veut l'avis du peuple pour les citoyens, pour des questions relativement précises. Alors, à nouveau, ça vient d'un dictionnaire. L'élection, c'est l'opération par laquelle les individus auxquels ce droit est reconnu, par laquelle les individus désignent une ou plusieurs personnes selon une procédure préalablement fixée. Il faut forcément que la définition soit générale pour englober tous les systèmes d'élection qui existent de par le monde. Je parlerai probablement plus de la Belgique, mais enfin, dans les classifications, on aura l'occasion de citer quelques exemples qui viennent d'autres pays. On sait par exemple, au niveau des raisons d'être, accéder à un pouvoir,
désigner des gouvernants, désigner un président, désigner un conseil, une assemblée, que sais-je, ou pour prendre des décisions éventuellement. Je vais parler des référendums par exemple. Et il y a deux points qui me paraissaient relativement importants, qui ressemblent un petit peu à des objectifs de ce mode de fonctionnement avec des élections et des personnes qui vont exercer un certain pouvoir. C'est, si possible, représenter de manière aussi équitable que possible toutes les tendances qui sont présentes dans la population et désigner, par exemple, pour un gouvernement, etc., un exécutif qui soit relativement stable, qui ne risque pas de tomber. Ça arrive que des gouvernements tombent. Il n'y a pas trop de temps. Enfin bon, qui ait malgré tout une certaine stabilité. Alors, un tout petit peu d'histoire. À propos du suffrage universel, c'est-à-dire tous les citoyens majeurs qui ne sont pas, à qui le droit de vote a été retiré pour des raisons judiciaires, des choses comme ça, enfin, tous les citoyens majeurs d'un pays. Et alors, je fais l'histoire au niveau de la Belgique. À sa création en 1830, le suffrage est censitaire, c'est-à-dire qu'il n'est accordé qu'à des personnes qui payent suffisamment d'impôts, donc qui finalement ont des revenus importants. 1883, c'est toujours réservé aux hommes à partir de 25 ans, à ce moment-là. On élargit le corps électoral aux capacitaires, donc il y a les censitaires et les capacitaires, c'est-à-dire des personnes qui sont des intellectuels, qui ont un diplôme d'un certain niveau, ou qui exercent des fonctions à responsabilité. En 1993, on arrive à un suffrage universel, c'est-à-dire qu'on l'ouvre à tous les citoyens majeurs, enfin, plus ou moins, mais il est à ce moment-là plural, c'est-à-dire que chaque électeur dispose de 1 à 3 voix, certains 1, certains 2, certains 3, et ceux qui ont 2 ou 3 voix, c'est parce qu'ils figurent parmi les catégories précédentes, c'est-à-dire les censitaires et les capacitaires. En 19, à la fin de la Première Guerre, le suffrage universel plural continue à exister, mais on passe de 25 à 21 ans, toujours réservé aux hommes, attention. Et il est devenu obligatoire à la fin du 19e. 1921, on ouvre les élections aux femmes, avec toujours l'âge de 21 ans, mais uniquement pour les élections communales. Et enfin, en 1948, un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, les hommes et les femmes de 21 ans peuvent voter. Donc là, on peut commencer à vraiment utiliser l'expression suffrage universel. 21 ans devient 18 au communal en 69, devient 18 partout en 81, et puis on élargit à nouveau le corps électoral à des ressortissants étrangers. En 1994, des ressortissants de l'Union européenne pour les élections européennes, en 2003 pour les communales, et en 2006 pour les communales, on élargit encore avec tous les étrangers qui sont domiciliés, etc. Il y a tout un tas de conditions, bien entendu, je ne vais pas entrer dans le détail. Alors, la notion de circonscription est un élément qui est relativement intéressant, qui est surtout utilisé lorsqu'on essaie d'élire des grandes assemblées, la Chambre des représentants, les Sénats et des choses dans ce genre-là, des conseils communaux, avec comme objectif d'avoir une bonne représentation du pays, c'est-à-dire qu'il y ait des électeurs qui viennent de toutes les régions du pays. Alors, on a un certain nombre de sièges à pourvoir. On sait que la Chambre des représentants, c'est autant de députés, je me souviens plus du terme, je l'ai lu maintenant, et ce nombre de sièges est réparti entre les différentes circonscriptions, qui est un découpage géographique finalement. Comme ça, on est certain qu'il y aura des élus de chacune des régions, et les électeurs votent à l'intérieur de leur circonscription. Ça veut dire qu'on va additionner à la fin les élus, mais pas les voix. Ou dans certains cas, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, évidemment. Mais a priori, on a des scrutins juxtaposés et on va réunir les élus qui viennent des différentes circonscriptions. Et donc, pour des fins d'analyse, de raisonnement, de calcul, de tableau, etc., moi, dans la suite, je travaillerai uniquement dans le cadre où il n'y a qu'une seule circonscription, sauf quand je vais peut-être essayer de vous parler de l'apparentement, parce que là, justement, on remonte à un niveau supérieur. Toujours à propos des circonscriptions, mais il y a deux petits problèmes, deux
sont perdus. Vous allez dire que c'est un petit peu logique, mais si on regarde un petit peu, on a deux listes A et B dans trois circonscriptions, C1, C2, C3, et il y a 1000 votants dans chacune des circonscriptions. Hein. Je vais faire un exemple extrêmement simple. Et il y a un siège à pourvoir aussi dans chacune des circonscriptions. Mais donc ici j'ai 600, 400, 560, 440, 520, 480. Donc dans ce cas-ci, c'est évidemment un candidat de la liste A qui va être élu dans la circonscription 1, la même chose pour 2, la même chose pour 3. Donc voilà la réunion des résultats des votes dans les différentes circonscriptions. Ça veut dire que c'est la liste A qui ramasse tout, alors que ici, c'est des scores qui ne sont pas quand même négligeables. Vous voyez, sur les 3000, il y en a quand même 1320 qui ont voté pour B et qui n'est présenté nulle part. Ça, c'est un premier biais, je vais dire, lié à la notion de circonscription. Un deuxième, c'est que les votes des candidats qui gagnent fortement, qui font un gros score, sont un petit peu gaspillés. Ne servent pas à grand-chose. Voilà, je reprends nos exemples avec les mêmes conditions. Seulement dans la circonscription 1, c'est 900 pour A et 100 pour B. Puis là, les votes sont inversés pour les circonscriptions 2 et 3. Et par conséquent, l'Assemblée qui va sortir de là, c'est un élu de la liste A venant de la circonscription 1 et des élus de la liste B pour les autres. Donc, avoir fait un tel score, finalement, ne se traduit pas non plus dans le résultat. D'ailleurs, il y a eu 1820 votes pour la liste A, 1180 pour B, et B et A n'est représenté que par une seule personne sur les trois. C'est le deuxième biais que l'on peut formuler à propos de cette notion de circonscription. Et ces effets de seuil que je viens de présenter sont d'autant plus marqués que le nombre de circonscriptions est élevé, on va nous faire une plus petite part de gâteau, il est d'autant plus fort aussi, d'autant plus marqué que le nombre de sièges à pourvoir par circonscription est faible. Alors, j'en arrive à la classification. Donc, je pris chaque fois un certain aspect et on va les opposer. Un scrutin direct ou le scrutin indirect, eh bien, le scrutin direct, les citoyens élisent les gouvernements. Avec des modalités qu'il faudra encore décrire, bien entendu. L'indirect, ça veut dire qu'il y a un niveau d'électeurs intermédiaire. C'est typiquement les présidentielles aux États-Unis, où les citoyens élisent les grands électeurs qui élisent le président, par exemple. Okay. Bon, moi, je parlais uniquement du cas direct. Le scrutin uninominal versus plurinominal, ou encore le scrutin de liste. Uninominal, ça veut dire qu'on a une seule personnalité par circonscription. C'est le cas, par exemple, du président de la République française, où il y a une seule circonscription qui est le pays tout entier. Okay. Et il y a une seule personnalité. Plurinominal, ça veut dire qu'il y a une liste, qui fait qu'il y a plusieurs personnes à élire, généralement regroupées par liste, et alors là aussi, il y a une foultitude de manières d'organiser ça. Enfin, c'est un critère, je vais dire, suivant lequel il est important de séparer, de pouvoir faire des analyses. Et puis, la classification la plus importante, je vous en ai parlé d'emblée, c'est le scrutin majoritaire versus le scrutin proportionnel. Le majoritaire, il faut désigner le candidat ou la liste qui recueille la majorité. Dans certains cas, une majorité absolue, dans d'autres, une majorité relative. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une majorité qui va décider, et ça se traduit souvent par vae victis, c'est-à-dire malheur ou vaincu, même si c'est quelqu'un qui a perdu, mais de peu, eh bien voilà, tant pis, la décision l'emportera de manière globale. C'est souvent pour un scrutin uninominal, je citerai quelques cas de plurinominaux. C'est une méthode simple, voilà, celui qui en a le plus, il gagne, point, fini. C'est un peu rude parce qu'il y a tous ceux qui sont derrière, toutes les listes qui sont derrière et qui n'ont pas nécessairement de représentants. Ça favorise le bipartisme dans la mesure où avoir 12 listes, 12 partis, dont les 3 quarts d'entre eux ne vont presque rien recueillir, ben lui, ça ne sert à rien de se présenter, à la limite. Donc il y a tout de suite un clivage en deux philosophies, deux idéologies qui s'opposent de manière relativement sévère. Parfois, on tempère la
l'hypothèse en question en organisant plusieurs tours. On aura l'occasion de le faire. Et à l'autre opposé, le scrutin proportionnel. Mais là, on essaye d'accorder à chaque liste, à chaque parti, la proportion de sièges qui lui revient. Ben, en proportionnel, je dis bien ce qu'il veut dire. Donc, c'est nécessairement un scrutin plurinominal, c'est plus compliqué, ça favorise le multipartisme, parce que même un petit parti va avoir des représentants. Ça dilue la responsabilité politique, puisqu'il va falloir travailler, négocier, faire des coalitions entre partis ayant des idéologies différentes. Je continue. J'avais parlé de deux exigences fondamentales, enfin en tout cas souhaitables, la représentation équitable de toutes les tendances dans la population d'une part et la désignation d'un exécutif stable. On voit déjà qu'il n'y a pas de solution idéale, et ça ce sera la conclusion générale. Il n'y a rien qui est parfait, qui est idéal dans tous ces systèmes d'élection. Il est bien clair qu'avec la majoritaire, puisqu'il y a tous les sièges ou le pouvoir qui va d'un seul côté, mais on n'a pas la représentation. Par contre, on a un exécutif qui est relativement stable, puisqu'on va avoir, même les assemblées, je veux dire, sont plus fortement colorées à l'issue d'un scrutin majoritaire. Et on a une situation exactement opposée, bien sûr, pour la proportionnelle. La représentation équitable, elle est faite pour ça. Il est fait pour ça, le scrutin proportionnel. Alors, il y a le système mixte. Je vais en dire juste un mot, mais on ne fera pas d'analyse dessus. On peut avoir une mixité géographique. C'est-à-dire un scrutin majoritaire pour les circonscriptions, un petit nombre de sièges à pouvoir, et du proportionnel pour les grandes. Parce que leur importance, les régions, les circonscriptions à grand nombre de personnes, mais utiliser la proportionnelle, ça va quand même permettre d'adoucir un petit peu et donc d'obtenir une représentation. Le Sénat en France, ça fonctionne comme ça. Et j'ai cité l'Islande, alors qu'elle est passée à la proportionnelle pure pour les élections législatives, depuis 1959, mais parce que là, il y avait deux circonscriptions, Reykjavik, proportionnelle, le reste du pays qui était majoritaire. Il faut bien dire que la représentation de la population de Reykjavik sur l'Islande, bon, c'est démesuré pour un pays comme celui-là. Si on essaye de mettre tout ça ensemble, on arrive à quelque chose de simple. Vous avez par exemple scrutin uninominal majoritaire à un tour, par exemple au Canada, aux États-Unis, en Inde. À l'opposé, les scrutins proportionnels que vous avez en bleu, on les retrouve en Amérique du Sud, dans certains pays africains, dans certains pays européens, dont la Belgique, bien entendu, mais on la voit à peine sur cette carte-là. Et tout un tas de systèmes mixtes, des mixtes avec compensation, sans compensation, avec des tours et proportionnels plurinominaux, enfin, il y a tout un tas de distinctions, il y en a bien pour lesquelles on n'a pas d'informations. Alors, maintenant, une section sur le majoritaire et une sur le proportionnel, et je vais distinguer l'uninominal et le plurinominal dans la présentation. Le scrutin plurinominal à un tour. Bon, ça c'est relativement simple, on vote une seule fois, la majorité suffit, majorité relative, s'il y a plus de deux candidats ou plus de deux listes, mais évidemment ça traduit très mal le poids des formations politiques dans la population. On l'a déjà fait remarquer, c'est beaucoup plus utilisé au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada par exemple. À deux tours, on fait d'abord un premier vote, et s'il y a une personne, une liste qui récolte au moins 50% des voix, et là c'est la majorité dès le premier tour, et par conséquent, c'est terminé, cette liste ou cette personne, ce candidat est élu. Sinon, on fait un deuxième tour entre les premiers, je mets des guillemets à les, pourquoi? Parce que ça, c'est pas une définition générale. Par exemple, pour la présidentielle française, c'est entre les deux premiers, mais pour les législatives en France, s'il n'y a pas une majorité absolue ici, toutes les listes, tous les candidats qui ont au moins 12% à lui, ils vont au deuxième tour. Voilà. Et le deuxième vote, lui, se fait à la majorité
Puis on a les scrutins majoritaires uninominaux à plus de 2 tours. Voilà, j'ai cité 2 exemples. Le pape. Oui, là, je ne sais pas combien il faut de tours, ils ne le disent pas, d'ailleurs on attend la famille d'Ange ou la famille Noire. Le recteur de l'université de Liège, par exemple, cette année, on a eu droit à 4 tours. Et d'ailleurs, les nouvelles règles qui ont été mises en œuvre ne permettent pas d'aller au-delà de 4 tours, sauf si, arrivé à un moment donné, il n'y a pas moyen de sortir de l'embarras et il faut absolument changer, on commence tout à partir de 0. Il y a une époque, Jacques, on a bien vu ça, où c'était vraiment comme le pape. Moi, la première fois que j'y ai participé, on était 450 académiques dans un grand amphi, on ferme la porte à clé, et on vote. N'importe qui. J'ai un collègue qui ne voulait pas du tout être recteur et qui a eu plusieurs fois des voix. Et puis on fait un deuxième tour s'il n'y a pas la majorité absolue, et puis on fait un troisième, un quatrième. Bon, il y a une fois où on a quand même ouvert les portes pour que les gens puissent partir, aller dormir et revenir le lendemain matin et continuer. Enfin bon, ça c'était le système en question. Bon, je referme la parenthèse du scrutin majoritaire nominal à plus de 2 tours et je vais donner juste quelques exemples chiffrés qui vont rappeler des choses à certains sur le 2 tours. Ça c'est le cas des élections présidentielles françaises. J'ai compilé les différentes élections qui ont eu lieu sous la Ve République. Il y en a 11 au total. Je ne vais pas vous les montrer toutes. Quelques-unes quand même, avec un petit commentaire éventuellement. La toute première, en 1958, c'est la seule pour laquelle on n'a pas eu besoin de deuxième tour, dans la mesure où le général de Gaulle avait atteint 78,51%. Bon, la situation politique à l'époque était ce qu'elle est. J'en saute une ou deux. Non, moi je n'en saute aucune, hein, parce que c'était là à l'époque. Donc là, c'est une classique à 2 tours, où on avait à l'issue du premier tour 44% pour Charles de Gaulle, 31% pour François Mitterrand, 15,5% pour Jean de Calumet, etc. Et au deuxième tour, s'est fait entre les 2 premiers du tour précédent, avec 55% pour le général de Gaulle et 44,80 pour François Mitterrand. Ça, c'est la description, je dis, relativement classique d'un scrutin à 2 tours. Et puis, il y a eu 3 élections pour lesquelles on a eu une inversion, un renversement entre le premier et le deuxième tour. C'est pour ça que je les ai listés. Par exemple, en 1974, François Mitterrand avait 43%, Valéry Giscard d'Estaing 32%. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, 74. On va pousser sur le bouton. Allez. Voilà. Donc, François Mitterrand sort vainqueur du premier tour, 43 contre 32, et le deuxième tour, entre ces deux-là, c'est 50,81 pour Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand 49,19. Ça vient simplement du fait que les voix qui, au premier tour, étaient allées à tous les autres candidats, se reportent, en tout cas en partie, parce que le vote n'est pas en France, sur ces 2 candidats-là, et pour peu qu'il y ait plus de gauche ou plus de droite dans les autres électeurs, voilà le genre de choses qui peut se passer. Alors, je fais toute petite parenthèse, et j'explique toujours ça à mes étudiants dans un cours de statistique de base sur les intervalles de confiance. J'avais vu, c'était sur TF1, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé TF1, c'est pas ma chaîne préférée, mais enfin. Et quand on a clôturé la soirée, tout n'était pas encore dépouillé, et ils ont dit voilà, c'est M. Mitterrand qui est président de la République française avec 50,3% contre 49,7% à François Mitterrand. Ah, Giscard d'Estaing, pardon. Et le lendemain matin, quand on s'est levé, c'était l'inverse. Voilà. Évidemment, un intervalle de confiance pour les gens qui connaissent la statistique, ça veut dire qu'il y a une probabilité de X%, de 95%, par exemple, que la vraie valeur inconnue de la proportion dans la population soit dans cet intervalle-là. Mais les 2 intervalles se recouvraient tellement largement qu'il
faut absolument plus donner des informations comme celle-là en fin de soirée. On ne connaît plus ce genre d'erreur-là maintenant. Hein. Même dans les publications écrites, on parle de la taille de l'échantillon, du taux d'erreur, on parle moins souvent du niveau d'incertitude, parce que, allez dire que c'est un niveau d'incertitude 5%, une précision de 3%, le lecteur petit lambda, il ne va pas pouvoir comprendre. J'ai eu, alors, à la suivante, c'était la réponse du Berger à Berger. Valéry Giscard d'Estaing arrive en tête à l'issue du premier tour de Mitterrand, et on a l'inverse à l'issue du deuxième. Et ça s'est produit encore une fois en 1995, avec Lionel Jospin qui était devant Jacques Chirac, et le scrutin finalement s'est inversé. Aussi un truc un petit peu particulier en 2002, vous voyez que 19,88 au premier tour pour Jacques Chirac, 16,86 pour Jean-Marie Le Pen, 16,18 pour Lionel Jospin, significativement moins pour les autres. Là, c'est le jour où Lionel Jospin a annoncé qu'il arrêtait la politique, tout d'abord, et ensuite, c'était l'arrivée de leur parti d'extrême droite dans le deuxième tour. Souvent dans la presse, la France se réveille avec la gueule de bois, des expressions dans ce genre-là. Et d'ailleurs, ça s'est bien traduit au deuxième tour, où Jacques Chirac a obtenu 82,21% contre 17,79 à Jean-Marie Le Pen, ce qui a permis à Jacques Chirac de déclarer que 4 Français sur 5 le veulent comme président. Bon, celui-là, il n'y a rien de spécial à dire à propos de la dernière, c'est parce que c'est la plus récente et qu'on connaît les gens, pas nécessairement personnellement. Alors, maintenant, deux petites réflexions plus générales, je vais dire, sur les élections de type majoritaire. Vous avez tous reconnu M. Borda? Jean-Charles Chevalier de Borda, français, mathématicien, physicien, politologue et navigateur. Oui, Belgium one point. Ça veut dire que ça, c'est la manière de voter, comme à l'Eurovision. On a un certain nombre de votes valables, j'écris électeur, enfin c'est les votes valables, hein. Un certain nombre de candidats, et on donne N points, chaque électeur donne N points à son candidat préféré, N moins au suivant, puis au dernier, Belgium one point. Okay. Et puis on additionne les points et on voit ce qu'il y a. C'est vraiment l'Eurovision, si vous avez déjà tous regardé ça, au moins une fois. Pas obligé de regarder chacun. Oh, je peux pas. Il y a un petit paradoxe. Je vais regarder celui-là d'abord. 5 électeurs, X, Y, Z, T, U, 3 candidats, ABC, Albert, Bernard, Serge, et X a donné 3 points à B, 2 points à A, 1 point à C, et ainsi de suite pour les autres. Puis on fait les sommes, puis on se rend compte qu'il y a 12 points attribués à A, 11 points à B et 7 points à C. Si maintenant je regarde une autre répartition à peine différente, j'ai les mêmes 3 premières lignes, et pour les deuxièmes, 3, 1, 2, 3, 2 deviennent 3, 2, 1, 3, 2, 1, et le score devient 12, 13, 5. Et donc en fait, les voix qu'on a attribuées à C qui ont changé viennent renverser le résultat du scrutin en question. C'est inévitable, évidemment, hein, mais enfin, bon, ça peut être considéré comme dérangeant. Je ne sais pas si je ne voulais pas faire remarquer, mais tout à l'heure, quand on avait la carte, il y a un pays où on organise des élections de cette manière-là, et on va un peu modifier. Enfin. Donc, avec des ordres de préférence entre A et B inchangés, B gagne 3 fois, A gagne 2 fois, AB gagne 3 fois, A gagne 2 fois, mais le scrutin est modifié. On parle de dépendance vis-à-vis des options hors cause, c'est-à-dire le candidat C qui récolte très très peu de voix. Celui-là, vous l'avez reconnu? Non. C'est M. Condorcet. Nicolas Marquis de Condorcet, français, philosophe, mathématicien, économiste, politologue, sociologue et citoyen politique également. Il était député. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste pour montrer un peu la difficulté d'agréger
donne des exemples avec 3 candidats, A, B et C, et on va demander à chaque électeur d'exprimer des préférences de avis. Qui préférait A ou B, A ou C, B ou C? On pose ces 3 questions-là. Et on fait l'hypothèse qui est relativement raisonnable, me semble-t-il, que ces préférences individuelles, donc chacun des électeurs, sont transitives. Si A est préféré à B et que B est préféré à C, alors A est préféré à C. Ça peut être remis en cause dans certaines applications. Les méthodes multicritères d'aide à la décision traitent ce genre de difficultés avec des seuils, il y a toute une théorie qui se cache derrière. Bon, ici, c'est juste pour montrer un petit exemple. Et donc, la question, c'est comment agréger les préférences individuelles, c'est-à-dire 2 à 2, en une préférence collective. Et là, ça devient quand même un petit peu difficile. Voilà. X, Y, Z, T, U ont voté de cette manière-là. Alors, pour combien d'électeurs A est-il préféré à B? Pour X, pour Y, pour U, pardon. Donc il y en a 3 qui préfèrent A à B, donc j'ai A est préféré à B. La même chose entre B et C. Il y a X, Z, T. Donc 3 fois, donc B est préféré à C. Entre C et A, Y, Z, U. Donc 3 fois entre 2. Autrement dit, C est préféré à A. Donc les préférences individuelles que l'on a supposées transitives, mais elles ne le sont plus dès l'instant où on essaye de les agréger en faisant des comptages, tout simplement. Un autre exemple, j'ai besoin de plus d'électeurs, on en a 7 au total, avec les préférences qui ont été exprimées juste à côté, on ne va pas nécessairement faire tous les calculs, mais on arrive, quand on agrège les préférences, C est préféré à A, C est préféré à B, et A est préféré à B. Donc dans ce cas-ci, là, les préférences agrégées, les préférences regroupées, sont transitives. Mais le problème, c'est que qui est élu dans ce cas-ci, c'est C, alors que A est préféré 3 fois, B est préféré 2 fois, C est préféré 2 fois. Donc celui qui est placé en tête le plus souvent, mais en réalité, c'est pas lui qui va passer. Donc il y a un certain nombre d'éléments, comme ça, des petits exemples hyper simples, qui montrent que ce n'est pas possible de trouver un bon système d'agrégation de préférences collectives de préférences individuelles en des préférences collectives. Le plurinominal. Donc là, il y a plusieurs personnes à élire, souvent représentées sur des listes, mais ce n'est pas nécessaire, enfin, c'est toujours le cas. J'ai un certain nombre de sièges à pouvoir, et chaque électeur peut voter pour S candidats. Et les S premiers sont élus, puisque je suis dans le contexte majoritaire. Alors, on peut se poser plusieurs questions dans ce cadre-là. Est-ce que le panachage est autorisé? Parfois, dans le cas où le panachage est effectivement autorisé, c'est le cas des élections municipales en France pour les communes de moins de 3500 habitants. Il n'y a pas qu'en Belgique qu'on fait des choses compliquées. Parfois, il y a une condition supplémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement les S premiers, mais c'est les S premiers qui ont atteint au moins un certain score minimal, et puis on refait un deuxième tour pour les autres. Parfois, ce sont des listes éventuellement bloquées. Liste bloquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parti a présenté une liste avec un ordre prédéfini qui sera l'ordre d'attribution des sièges. Okay? Bien, c'est ainsi, par exemple, que l'on élit les grands électeurs aux États-Unis, pour ceux qui participent à la première élection pour une élection présidentielle. Et donc là, les S suffrages, les S sièges à pouvoir sont gagnés par la liste majoritaire au sein de l'État où se présentaient ces grands électeurs, qui sont généralement des sénateurs. Ici, c'est une petite remarque, mais je suppose que ça a été tellement écrit dans
dans la presse qu'il est possible de devenir président à l'étape suivante. Alors, je ne suis plus dans le scrutin majoritaire plurinominal, parce qu'il s'agit d'élection de président. Mais il est possible d'être élu en n'étant pas le mieux représenté au niveau de la population, des citoyens. Par exemple, George Bush, qui avait 47,9 au niveau de la population, a battu Al Gore, qui avait 48,4 en 2000, simplement parce que Bush avait 271 grands électeurs et que Gore en avait 266. Et le phénomène est encore plus marqué lors des dernières élections présidentielles françaises. Donald Trump, avec 290 grands électeurs, bat de manière significative Hillary Clinton, qui en avait seulement 232, alors que Clinton avait 48,1 dans la population contre 46,6 dans la population. Ça vient simplement du fait que le poids d'un grand électeur n'est pas nécessairement le même en fonction du nombre de grands électeurs par État, de la population des États, etc. Dès l'instant où les règles ont été annoncées, que c'est public, ce n'est pas, il n'y a rien d'illégal. Enfin, ça peut être quand même parfois un petit peu gênant. Avec la dernière, je ne gêne pas. Ah non, je suis fini. Pourquoi? Ah non, j'ai décidé de ne rien laisser transparaître. Des opinions. Alors, le scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours. En premier tour, généralement scrutin majoritaire, évidemment, soit avec du panachage, soit avec des listes bloquées. Donc on ne peut voter qu'à l'intérieur d'une liste. Et si la majorité absolue n'est pas atteinte à l'issue du premier tour, on organise un deuxième entre les candidats. À nouveau, c'est les premiers, ça peut être les deux premiers, ça peut être ceux qui atteignent au moins un certain pourcentage. Et là, c'est sur une division municipale française pour les communes de 3500 habitants et au-delà. Et enfin, la partie là, la plus volumineuse, la plus lourde, c'est la représentation proportionnelle. C'est là-dedans qu'on trouve les modes d'élection les plus répandus au niveau des scrutins plurinominaux. Hein. Les exemples, c'est les conseils communaux, c'est le Sénat, c'est les parlements de manière générale. Et donc ici, le but, comme on l'a déjà dit, c'est de représenter toutes les tendances de la population, et ce proportionnellement à leur poids électoral, c'est-à-dire en fonction des résultats nets. Si je prends un petit exemple, 120 électeurs, 8 sièges à pourvoir, donc ça veut dire que ce que coûte un siège, c'est 120 divisé par 8, c'est-à-dire 15 voix. Dès l'instant où on a 15 voix, on a droit à un siège. Alors regardez. J'ai 120 électeurs, 60 ont voté pour la liste 1, 30 pour la 2, 15 pour la 3, 15 pour la 4. En fait, écoutez, comment un siège coûte 15 voix, mais il y a 4 sièges pour L1, 2 sièges pour L2, 1 siège pour L3, 1 siège pour L4, c'est facile. Ce serait parfait s'il n'y avait pas de reste. Parce qu'il y en a, évidemment. Ça n'arrive jamais. Alors, je prends ici un autre exemple, et c'est celui que je vais utiliser pour un certain nombre d'illustrations par la suite. 59, 34, 19, 8, ce sont les chiffres électoraux, les résultats. Et par conséquent, comme ici il y a, ça coûte 15 voix pour en avoir une, donc là il y a plus de 45, donc on va attribuer au moins 3 sièges à la première liste, au moins 2 à la deuxième, au moins un siège à la troisième, et on n'en attribue pas a priori au dernier. Mais évidemment, 3 plus 2 plus 1, ça fait 6, il y a 8 sièges à pourvoir, il faut mettre les restes évidemment maintenant, il faut expliquer comment on va répartir les 2 sièges qui restent. Alors ça c'est l'idée. Allez. Oui, c'est moi j'ai poussé plusieurs fois sur le bouton, donc il faut revenir en arrière. Voilà. Donc je vais quand même écrire quelques petites formules, je vous ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de maths, hein, mais je suis obligé de pouvoir faire un raisonnement à un moment donné. On cherche à décider d'appeler V le nombre de votes valables, S le nombre de sièges à pourvoir. Les listes, je vais supposer qu'il y en a M. Et je vais faire aussi une autre hypothèse, c'est-à-dire que sur toutes les listes, il y a un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Bon, ça peut arriver que dans des petites listes, des tout petits partis, ils n'arrivent pas, s'il y a 49 sièges à pourvoir, ils n'arrivent pas à trouver 49 candidats dans les circonscriptions. Donc c'est parfois loin. Mais alors les raisonnements qui suivent deviennent infaisables. Donc moi je vais jusqu'au bout. Tout le monde a présenté S candidats. Ce qu'on appelle le quotient électoral de circonscription, c'est ce que coûte un siège, ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'était les 15, nombre de votes valables sur le nombre de sièges à pourvoir. La liste L1, une V1 moi, V2VM pour L2 LM, et forcément la somme des voix distribuées par la population, c'est le nombre grand. J'ai des notations similaires pour les S, ce sont les nombres de sièges attribués à la liste L1 et L2 LM, donc la somme des SJ, c'est la somme du grand S, c'est des sièges décrochés in fine. C'est-à-dire pas seulement les premiers nombres entiers, la règle de 3, 2, 1, mais c'est à la fin du processus. Et évidemment, le passage de ces attribués directement au siège décroché in fine, mais là, ça va varier avec le mode de scrutin qui est organisé. Et donc, dans mon exemple, c'était V égale 120 électeurs, 8 sièges à pourvoir, 4 listes, et donc le quotient électoral de circonscription égale à 15. Et donc, voilà les chiffres. Je divise, pardon. Oui. Bon, bah, écoutez, VJ sur Q, c'est ce qu'on appelle, je vais le dire sur le slide suivant si je me souviens bien, ça s'appelle aussi le quotient électoral, et c'est le quotient électoral de liste, pour la liste J. Et là, c'était V sur S, et ici, ce sera V sur Q. Donc, on utilise l'expression quotient électoral dans les deux cas, mais ça ne représente pas la même mesure. Et donc voilà, j'ai divisé par le nombre de votes pour avoir un siège, ce que coûte un siège, et j'obtiens ceci, et par conséquent, si je prends la partie entière, j'obtiens ce que j'avais marqué sur le petit dessin, sur le petit tableau de l'autre côté, la partie entière, c'est 3, 2, 1, 0, c'est les sièges directement attribués. Et puis il reste évidemment, ici il y en a 59, 3 fois le quotient qui vaut 15, ça fait 45, donc il y en a encore 14 voix qui n'ont pas servi pour la liste 1. Il y en aura 4 qui n'ont pas servi pour la liste 2, etc. Et donc la question c'est comment passer de ça à cela. Et pour le moment, je n'ai pas encore écrit, donné la réponse, il y a plusieurs réponses. J'ai recopié le tableau. C'est un petit peu bizarre le comportement ici. C'est pas bien. Justification infinie partout. Excusez-moi, monsieur, l'ONU c'est considéré comme scrutin majoritaire. Pardon, l'ONU. Je ne connais pas du tout la manière dont on désigne. C'est pas ça. Ben oui, Comme nous sommes déjà en émission, il m'a dit je prends mon PC, comme ça il n'y a pas de problème. pardon? Tu m'as dit je prends mon PC, comme ça il n'y aura pas de problème. Non, mais ça veut dire qu'avec cette version du logiciel, je sais mettre des animations, mais manifestement, elle peut le faire. Ah bon. Est-ce que je peux l'activer autrement? Non, je pense pas. Enfin bon, c'est ce qu'il y avait. Excusez-moi, je ne les vois pas. Bon, mais je les ai décrits sur le slide précédent, la VJQ des quotients électoraux de liste. La partie entière, c'est les sièges qui sont directement attribués. Est-ce que j'ai encore défini autre chose? Ben oui, j'ai donné la définition du reste. Ici, c'est simplement ça moins ça fois le cube. Ah, donc, désolé, mais j'espère que ça va aller un petit peu mieux. Alors, quelques règles qui me paraissent assez naturelles de vérifier pour un mode de scrutin. J'en ai relevé 3. La règle du bon sens. Je lui ai donné ce nom-là parce que je n'avais pas trouvé grand-chose d'autre, un terme consacré à ma connaissance.
15, hein, donc ou quotient, forcément. Donc, il ne peut pas donner droit à plus d'une voix. Donc, le nombre de sièges in fine, ça peut être au maximum les directement attribués plus 1. Deuxième, la règle du dû proportionnel. Ça, c'est un terme qui est consacré. Chaque liste reçoit au moins des AJ sièges. Et dans la manière dont je l'ai présenté, c'était évident par construction. Mais attention qu'on va rencontrer des systèmes qui sont tellement différents, tellement particuliers dans la description, que ce n'est même pas nécessairement satisfait. Là, ça demande une démonstration. Je ne sais pas comment faire. Et puis la règle de l'équité. La règle d'attribution ne doit pas favoriser les petites listes ou les grosses listes. La plupart des modes de scrutin qui existent favorisent les grosses listes. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Et je mets un point d'interrogation d'ailleurs derrière pour dire est-ce que cette règle est vraiment très importante? Écoutez, s'il y avait vraiment une répartition équitable entre les grosses et les petites listes, etc., ou qu'elles soient favorisées, ça rendrait probablement plus difficile les coalitions, etc. On va gouverner avec peut-être plus de tendances différentes. Donc celui-là, c'est peut-être un peu moins grave, je vais dire, que les deux premiers qui me paraissaient vraiment importants. Donc je vais annoncer 4 méthodes. La méthode des plus grands restes, la méthode des plus fortes moyennes, la méthode utilisée en Belgique pour les législatives et pour les communautaires. Les plus grands restes, bon, la règle que vous ne voyez pas. Moi, je vais la voir sur le deuxième. C'est simplement on attribue les sièges qui restent aux deux. Ouais, on attribue les sièges qui restent, donc les 2 sièges qui manquent, aux 2 plus grands restes. Une méthode qui paraît quand même de bon sens, je vais dire, et donc ça va donner le résultat 4, 2, 1, 1. Alors, comme propriété, ça la possède toute. Enfin, quand je dis propriété, donc les exigences qui paraissaient un petit peu naturelles. Mais oui, on a d'abord attribué les sièges des DAJ, donc le nombre de sièges obtenus par la liste J, ce sera au moins ça, et on prend on attribue un siège de plus à chacune des plus grandes, à chacune des listes qui a une reste de plus grand. Donc par construction, c'est comme ça. Et en plus, il n'y a pas de raison que le reste de cette division soit plus grand ou plus petit, suivant que la liste a reçu beaucoup de voix ou pas. Donc, le critère, la propriété d'équité, elle est aussi satisfaite par cette méthode-là, donc une méthode qui fonctionne bien. Avec quand même un petit souci, qui est, là je vais prendre des chiffres qui sont différents, qui s'appelle le paradoxe de la Dhamma, parce que c'est là que ça s'est produit une fois où on a dû en peu de temps changer le nombre de sièges à pourvoir. Mais j'ai pris des chiffres simplifiés, hein, j'ai pas pris les vrais chiffres, donc j'ai 1000 votes exprimés qui se répartissent entre 4 listes, et je vais vous présenter 2 tableaux, et ce sera la même répartition. On a 323 sièges à pourvoir, et par conséquent 1000 sur 323, le quotient électoral de circonscription, qui dans ce cas-ci est un État des USA, 3,096. Voilà ce que ça donne. Voilà la manière dont les chiffres se répartissent, les quotients électoraux de liste, la partie entière qui donne les nombres de sièges directement attribués. Si vous faites la somme, vous arrivez à 321. Par conséquent, il reste 2 sièges à attribuer. On a calculé les restes, et donc les 2 plus grands restes, c'est ces 2-là. Par conséquent, on ajoute une voix à la liste 3 qui passe de 13 à 14, et une à la liste 4 qui passe de 1 à 2. Mais si on avait eu un nombre de sièges à pourvoir différent, pas 323 mais 324, et ça s'est produit une fois, donc une petite variation évidemment sur le nombre, sur le quotient électoral de circonscription. Les voix se répartissent de la même manière, hein, c'est les 1000 personnes en question. Ici, on a les sièges directement attribués qui sont toujours au nombre de 321, pardon. Comme dans le premier cas, c'était 321, donc il y en avait 2 à ajouter, ici on a 3 à ajouter, et à tout calcul fait, je ne sais pas que vous me faites confiance, c'est la liste 1, la liste 2 et la liste 4 qui reçoivent
qui ont les 3 plus grands restes et qui reçoivent chacune un siège en plus, donc 183, 184, 124, 125, 1, 2, et ici ça ne change pas. Alors, dans la mesure où le nombre de sièges à pourvoir a augmenté, que certaines listes voient leur score, leur nombre de sièges attribués augmenter, ce n'est pas gênant, évidemment, c'est le cas pour L1 et pour L2. Il n'y a pas de changement pour L4, mais ce qui devient quand même fort gênant, c'est que les 14 sièges qu'avait obtenu L3 devient 13 seulement. Il y a un siège de plus à pourvoir et il y a une liste qui en perd qui perd un siège. Voilà. Il fallait quand même bien trouver un petit défaut à la méthode des plus grands restes. Hein. On en a trouvé. Méthode des plus fortes moyennes. Continue à jouer, vous l'avez reconnu? Non, c'est moi avant de le voir sur Internet. En fait, je connaissais son nom, Thomas Jefferson, président des États-Unis, qui a vécu un peu toute sa vie en Virginie, qui était avocat, architecte et planteur, je ne sais pas de quoi. Et son parti, c'est le Parti républicain démocrate, je l'ai cité ici dans la mesure où maintenant le Parti républicain et le Parti démocrate, c'est les deux extrêmes aux États-Unis. Et donc il a proposé aussi, en tant que politique, une méthode pour fonctionner. C'est la méthode des plus fortes moyennes. Il calcule d'abord les sièges à la proportionnelle. Donc, comme ça, on est déjà sûr que la règle du proportionnel s'intéresse. Et puis, il attribue les suivants, non pas au plus grand reste, mais séquentiellement, de la manière suivante. Le premier siège suivant, après cela, va à la liste qui a la plus forte moyenne, c'est-à-dire le nombre de voix obtenues au départ, sur le nombre de sièges possibles, et comme il en avait, si c'est la liste LJ, il en avait déjà DAJ, eh bien on va diviser par DAJ plus 1. Et on fait ce petit calcul-là, pour toutes les listes, et on regarde le plus grand. Imaginons un peu que ce soit L4, la cahier liste qui se voit attribuer le premier siège ici. Eh bien, on lui attribue, et par conséquent, on va ajouter une unité à DAK, que je vais noter DAK étoile, et puis je reviens à l'étape précédente, et je refais le même calcul, ce jusqu'à l'épuisement de l'ensemble des sièges restants. Je prends exactement mon exemple, 120 votants, 4 listes, 8 sièges à pourvoir, et les chiffres électoraux, 59, 34, 19, 8. Je calcule les DAJ, c'est-à-dire la partie entière de ces quotients, et puis on calcule, donc dans ce cas-ci, 59 divisé par DAJ plus 1, c'est-à-dire divisé par 4, ça fait 14,75. Je fais le cas pour chacune des listes, et je regarde quel est le plus grand de ces quotients que Jefferson appelait la moyenne. C'est vrai que c'est une certaine moyenne, mais pas nécessairement facile à définir. Donc la plus grande des 4, c'est celle qui est relative à la liste 1, dont on y attribue un siège de plus, et les autres, on n'y touche pas. Okay. Et puis on recommence, c'est-à-dire que je vais diviser 59 par 4 plus 1, 34 par 2 plus 1, et ainsi de suite. Et voilà ce que me donne la moyenne suivante. Donc là, on a 11,80, 33, 58, mais la plus grande moyenne, c'est celle-ci. Et donc, on attribue à nouveau un siège en plus à la liste 1. Okay. Je mets des étoiles pour représenter les différentes étapes. Okay. Ça, c'est la règle de la des plus fortes moyennes de Jefferson. Au niveau des propriétés, du proportionnel est acquis forcément, puisqu'on commence par attribuer le DAJ. Par contre, la règle du bon sens, donc la règle du bon sens, c'est ne pas attribuer un siège de plus d'un siège parmi les sièges restants. Or ici, directement attribué 3, in fine 5. Voilà, donc là on en a attribué. Donc la règle du bon sens ne fonctionne pas dans ce cas-ci. Elle favorise les grosses listes. Je ne vais pas faire il faudrait faire des études, par exemple, numériques, etc. Mais dans ce cas-ci, c'est bien ça qui s'est produit, évidemment. Hein. C'est la plus grosse liste qui s'est vue attribuer presque un
introduirait davantage de sièges dans la répartition suivante. L'avantage, c'est qu'il ne souffre pas, ce mode de répartition ne souffre pas du paradoxe de la marche. Voilà. Donc il y a des avantages, des intérêts. En Belgique, comment est-ce qu'on fait? Ou législative. Bon, je vous donne d'abord avant d'entrer dans une modalité comme pour les plus grands respects, les plus fortes moyennes, quelques petits éléments généraux qui sont peut-être liés spécifiquement à la Belgique. On utilise des circonscriptions. Je ne vous parle pas du Sénat qui ont encore il y a des sénateurs cooptés, il y a des enfants majeurs du roi. Alors, là on retrouve toute la richesse et la complexité belge. Les circonscriptions, quand on vote pour le Parlement européen, les circonscriptions ont une taille supérieure à celle de la province. C'est généralement 2 ou 3 provinces mises ensemble. Pour le Parlement de la région Bruxelles-Capitale et la région germanophone, la circonscription est unique. Il faut dire que c'est peut-être un petit peu plus petit, à Bruxelles. Pour le Parlement fédéral, la Chambre des représentants, et le Parlement flamand, les circonscriptions, ce sont les provinces. Et pour le Parlement wallon, les circonscriptions ont une taille plus petite que la province, on découpe en plus petits morceaux, et on y ajoute le processus d'apparentement, dont je ne sais pas si je vais vous dire grand-chose, parce que je sens que je vais déborder. Alors on ajoute aussi d'autres critères. La règle du seuil électoral, qui peut s'appliquer au niveau d'une circonscription ou au niveau agrégé, quand on met plusieurs circonscriptions dans une même province, par exemple. Mais la règle, c'est obtenir au moins 5% des votes pour ne pas être écarté de la répartition. Ça a été introduit, je m'en souviens, ce n'est pas hyper vieux, c'est une mesure de l'ordre du cordon sanitaire. Ça a été clairement dit à la Chambre, par exemple. Et attention que même si une liste a réussi le critère en question, le fait de ne pas avoir été écarté ne signifie pas nécessairement qu'il va recevoir en siège. Là, on fait le calcul et puis on compte à la fin. Alors, cette règle du seuil électoral en Belgique s'applique à toutes les assemblées, mais on ne pourrait pas non plus faire quelque chose d'aussi simple. Le Parlement wallon, cette règle est intégrée au mécanisme de l'apparentement, et pour le Parlement de Bruxelles-Capitale, elle est appliquée à l'intérieur des 2 régimes linguistiques. Pour chacune des listes, c'est au niveau du régime linguistique de sa liste, puisque les listes ont nécessairement une couleur linguistique. Alors, l'apparentement, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dessus, mais je ne vais pas détailler un exemple chiffré, sauf si certaines personnes veulent qu'on en parle après, éventuellement. J'ai fait un fichier Excel parce que c'était presque impossible à écrire sur les slides. Donc, le but ici, c'est de limiter les effets de seuil dont j'ai parlé tout au début autour des circonscriptions. Et ce que l'on fait, c'est on parle des circonscriptions où on va déjà élire un certain nombre de personnes, ce sont les DAJ par circonscription, et pour le reste, on va faire des attributions en remettant ensemble les résultats de différentes circonscriptions. Donc il y a tout d'abord une première répartition à l'intérieur de chacune des circonscriptions. Par exemple, la province de Liège réunit 3 circonscriptions qui sont l'arrondissement de Liège, l'arrondissement de Verviers, l'arrondissement de Louis-Warren, pour parler d'une région que je connais bien. Donc, on va élire directement un certain nombre de candidats à l'intérieur de chacune des 3, et puis on va regrouper les restes pour attribuer les suivants. C'est ça un petit peu ça le principe. Et donc, dans un premier temps, pour la première répartition, on applique la règle du critère de seuil électoral, et on calcule les sièges directement attribués par circonscription, d'où l'indice. Deuxième répartition, là ça se fait par province ou par arrondissements électoraux qui peuvent être plus petits que les provinces. Alors j'applique à nouveau le critère du seuil électoral, mais au niveau du regroupement, c'est-à-dire que je veux avoir 5% du nombre de
quotient électoral de circonscription dans au moins une circonscription. Donc il faut avoir au moins 2/3, mais si on l'a dans une circonscription sur les 3, ça suffit. Hein. Il existe ces donc. Et alors les autres sièges, ceux qui n'ont pas encore été attribués, est-ce à la somme de l'énergie, sont attribués de la manière suivante, elles sont attribuées séquentiellement par la méthode de la plus forte moyenne, sur base des chiffres provinciaux, des chiffres regroupés, les différentes circonscriptions, de la manière suivante. On calcule le quotient électoral de liste par circonscription divisé par le nombre de sièges directement attribués de la province plus 1, suivant on calcule plus 2, plus 3, et on en met autant que c'est nécessaire pour pouvoir faire le reste des attributions. Dans l'ordre apparu lors de l'attribution des listes, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la méthode la plus forte moyenne, c'était différentes étapes où on ajoutait un siège à chaque fois. Eh bien, si la première fois c'est la liste 2, la suivante ce sera la liste 1, et ainsi de suite. Donc là, on va faire ces calculs dans l'ordre des attributions de liste. Mais on a deux contraintes. Il faut respecter les nombres de sièges restants par liste, et ça on sait ce que c'est. On a vu que la liste globalement va avoir droit à autant de sièges, il y en a autant directement attribués, donc j'ai une contrainte. Et j'ai une contrainte aussi, ça c'était disons en ligne, et ceci c'est plutôt les colonnes, il faut aussi respecter le nombre de sièges restants par circonscription, puisque les nombres de sièges par circonscription sont prédéfinis, bien entendu. Okay. Donc là j'ai un exemple que je ne vais pas détailler. Ici, d'abord, j'ai essayé de lire dans la loi électorale. C'était assez amusant, on fait 3 jours et on n'a rien compris. Hein. Par contre, dans les courriers de CRISP, en général, c'est plutôt bien fait, c'est assez pédagogique, il y a des exemples. Enfin, c'est vrai que expliquer comme ça, c'est difficile. J'ai un fichier Excel où c'est fait, mais si je veux pouvoir parler aussi des communales et des choses dans ce genre-là, ben, on peut y revenir si on veut. Alors, oui, quelques petites réflexions supplémentaires. J'ai déjà parlé du panachage de vote de liste. Donc, dans le vote de liste, les listes sont préordonnées. Bloqué, ça veut dire qu'on va attribuer les sièges aux listes dans l'ordre où les partis les ont rédigés. C'est, par exemple, l'Allemagne et le Portugal. Ou, éventuellement non bloqué, c'est-à-dire que là, on ne vote pas pour une liste, mais on vote soit pour une liste, vote de tête de liste, soit pour des candidats, c'est des votes de préférence, et il est possible que le 4e candidat soit élu, alors que le 3e ne le soit pas, évidemment. Et ça, c'est par exemple la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, Suède, l'Autriche qui applique ça. Lorsque le panachage est autorisé, donc ici, on ne peut pas voter pour 2 candidats de listes différentes. Okay. Eh bien, là, on a aussi des votes préférentiels ou des votes en tête de liste, mais on peut voter pour des candidats qui sont sur des listes éventuellement différentes. Et ça a existé en Belgique à une certaine époque, quand j'ai commencé à voter, c'était le cas, que ça a été supprimé. Mais le système extrême, je veux dire, pour le cas du panachage, c'est le système de Hagenbach-Bischoff. Voilà, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où c'est, où chaque électeur dispose de S voix, nombre de voix égale au nombre de sièges à pouvoir, il les distribue. Éventuellement sur des personnes de listes différentes, et éventuellement plusieurs voix sur le même candidat. Si mon beau-frère est présent, je m'entends bien avec lui, mais toutes les voix sur la tête de mon beau-frère. Oui, donc vous voyez qu'il y a moyen de le faire. Donc ça, ça ne s'organise pas en Belgique, ça c'est la Suisse et le Grand-Duché qui font ça. Mais j'en reviens maintenant à la présentation similaire à celle que j'ai faite pour les plus grands restes et pour les plus fortes moyennes. Mon exemple, 120 votants, 4 listes, 8 sièges à pourvoir. Okay. Et donc je me place dans le cas dépouillé de tout ce dont je viens de parler, pas de critères de seuil, pas de critères de quorum, pas d'apparentement, et je fais les calculs sur une seule circonscription. Et la méthode qu'on utilise en Belgique, ce n'est pas les plus grands restes, ce n'est pas les plus fortes moyennes, ce serait trop facile d'utiliser quelque chose qui existe, on est créatif, et c'est M. Dunt qui a fait le créatif ce jour-là, voilà. Qui a vécu beaucoup à Gand,
professeur à l'université de Gand, professeur de mathématiques et de droit. À l'époque, on pouvait encore se permettre ce genre de choses-là. Bon, maintenant, c'est quand même devenu plus pointu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Construit un tableau. Sur la première ligne, on a les chiffres et les taux. Donc, ça commence comme les autres tableaux que je vous ai montrés. Et sur la deuxième ligne, il réécrit les chiffres en question et les divise par 2. Sur la troisième ligne, il divise par 3. Et comme il pourrait y avoir S personnes et U, donc ça une même liste, hein, c'est elle qui ramasse tout, je vais jusqu'à la S liste pour vous dire les chiffres et les taux par S. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on attribue les S sièges ou S plus grand quotient de, c'est-à-dire les S plus grands nombres dans le tableau que je viens de vous montrer. Il y avait 8 sièges à pouvoir, donc je utilise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les différents chiffres qui sont ceux de tout à l'heure. Et voilà tout ce que ça me donne, 50 divisé par 1, divisé par 2, divisé par 3, et ainsi de suite. Donc je vois que les 8 sièges à pouvoir, 8 plus grands quotients d'ondes, ce sont ceux-là. Donc on donne 5 sièges à la liste 1, 2 à la liste 2, 1 à la liste 3. Voilà. Favorise les grosses listes. Évidemment. Ne respecte pas la règle du bon sens non plus. En effet, bon, si j'ai copié la première partie, évidemment, et je suis allé chercher le résultat du calcul des sièges directement attribués, eh bien, on voit qu'il y a 2 sièges de plus attribués à la liste 1. Donc, on a une partie d'une unité, une partie d'un siège qui donne droit à 2. Le du proportionnel. Effectivement, ça ne marche pas bien, ça. C'est pas ça, je veux dire, le projecteur qui pose problème. Non, c'est ici. C'est ton PC. Oui, ça peut pas être le projecteur. Non, parce que tu as la dia qui est affichée et à côté il y a la suivante. Et sur la suivante que vous ne voyez pas, moi je la vois. Quand on ne voit pas, on ne les trouve pas dans ce qui est affiché. Allez, courage. Donc, la propriété suivante, c'est. Bon, elle est décrite ici. Le système d'ondes obéit à la propriété du proportionnel. Puis encore une chose ici. Si jamais DA de liste est égal à 0, c'est évident. Hein, parce que ce critère-là, c'est S, nombre de sièges attribués in fine, doit être plus grand que ou égal à 0 dans ce cas-là. Donc ça, c'est satisfait. Ça me permet tout simplement de diviser par DA dans les lignes suivantes dans le raisonnement. Donc, je rappelle la définition du reste. On a le reste de la division de VJ par Q en réalité. Donc, DAJ, c'est le quotient entier, la partie entière du quotient. Il reste ceci. Et on sait évidemment que le reste est un nombre positif, donc entier, positif, strictement inférieur au diviseur Q. Okay. Par conséquent, je change la vis ici, je vais prendre la vis I. Si je divise les deux par DAI, il va me rester Q plus quelque chose. Et ce quelque chose est toujours plus grand que ou égal à 0, donc ça, c'est plus grand que ou égal à 1. D'un autre côté, je peux aussi écrire cette égalité-là de la manière suivante. DAJ plus 1 fois Q, plus RJ qui est là-bas. Évidemment, ce faisant, j'ai ajouté Q contre, donc je retranche pour pouvoir garder mon ensemble d'égalité. Oui, mais on sait que RJ moins Q, c'est strictement négatif. Donc si je laisse tomber, j'obtiens quelque chose de plus grand. Et donc, en regardant ces deux extrémités-là, j'ai VJ sur DAJ plus 1 est strictement plus petit que Q. Oui, mais Q, il est... Oui, Q, il est plus petit que VI sur DAI. Autrement dit, j'ai cette inégalité-là, cette double inégalité pour tous les couples IJ différents. Ça veut donc dire que dans l'ordre décroissant des différents quotients du tableau d'onde, un VI divisé
divisé par le nombre de sièges directement attribués est toujours avant le quotient suivant sur une autre liste. Un petit dessin peut-être? Voici les quotients donnés pour chacune des listes. S'il y avait un nombre de sièges directement attribués à la liste 1, on s'arrête ici pour le moment, à la liste K, à la liste M. Donc, la propriété qu'on vient de démontrer, c'est que chacun de ces nombres-là, les derniers en grisé, sont plus grands que le suivant partout. Okay. Oui, mais il y en a combien là-dedans? Il y a un saut directement attribué qui est toujours plus petit que où il y a un nombre de sièges à pourvoir. Par conséquent, dans l'attribution à la manière d'Hunt, tous ceux-là vont être dedans, vont être attribués, plus quelques autres. Et donc ça veut dire que le du proportionnel est effectivement attribué, plus quelques autres, et donc la règle du proportionnel est satisfaite. Propriété suivante, le système d'Hunt est équivalent à la méthode des plus fortes moyennes. Je vais numéroter les différents quotients dans l'ordre décroissant, c'est les Q étoiles. Donc ça c'est le plus grand quotient du tableau d'Hunt, ça c'est le suivant, et ça c'est le sixième, et par conséquent tous ceux qui viennent après ne donnent pas droit à un siège. D'accord? Ils sont là par ordre décroissant. Je le monte un peu là. C'est vraiment. Je suis désolé. Il n'y a pas moyen de passer en mode où on affiche la page complète, tant pis pour le. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez comment on fait? Non. Ah oui, mais je peux peut-être le faire bêtement comme ça avec les. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Bon, voilà. Évidemment, vous avez des trucs parasites, vous savez comment ça fonctionne. Donc, ici, je suppose que, après l'attribution des I premiers sièges, I strictement inférieur à X, donc il en reste encore au moins un à attribuer. Et je suppose qu'à ce moment-là, dans l'attribution par la méthode Hunt, la liste 1 a reçu petit l1, la liste 2 petit l2 et ainsi de suite, et je grise tous ceux-là. Donc ceux-là ont reçu un siège. Le suivant, le I plus unième, il sera attribué à une des listes, il le sera attribué à la liste LK si le quotient Hunt suivant, donc VK sur LK plus 1 pour cette liste-là, précède tous les autres, c'est-à-dire tous les suivants, celui-ci, celui-là, et ainsi de suite. Mais ça, c'est la manière dont on a attribué les sièges dans la méthode des plus fortes moyennes. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de différence, et séquentiellement, ça se passe de la même manière, sauf que pour les plus fortes moyennes, on attribue tous les TAJ, et puis on fait ce processus-là pour les suivants. Ici, on utilise le même processus dès le départ. Mais comme on a démontré à l'étape précédente que le système d'Hunt satisfaisait au principe du proportionnel, ça veut dire que commencer à 0, enfin à 1, ou commencer au TH plus 1, ça donne exactement le même résultat. Au communal, on a quelque chose qui fonctionne quand même pas mal, on peut avec d'autres, parce que bon, on a un problème avec la règle du bon sens. Hein, enfin, je pense qu'on ne pourrait pas utiliser communal, mais parce qu'on est créatif. Et donc, ce qu'il a fait, c'est pas monsieur avec le terme, je dirais, c'est très bien, c'est dans certains processus ou Saint-Empire, ou ça, donc, la liste des diviseurs 1, 2, 3, S divisé par Hunt est remplacée par 2, 3, jusqu'à S plus 1. On décale tout, on prend le tableau en commençant en ligne plus bas, et forcément, on a aussi un quotient d'unité supérieure. Okay. Petite parenthèse, 1, 2, 3, S, 2, 3, etc. jusqu'à S plus 1, ce n'est pas les seules manières de fonctionner. André Satlagu, mathématicien français, avait proposé, pour des raisons qu'il a justifiées, etc.,
d'utiliser tous les nombres impairs, 1, 3, 5, etc., jusqu'au SIM. Et le système, qui présente l'avantage d'être moins défavorable aux petites listes, ça faut faire aussi quelques exemples, mais on n'a pas le temps, est utilisé dans certains pays scandinaves, ça fonctionne plus. Je referme la parenthèse et je reviens à la Belgique, à Impérial. Donc, les résultats, toujours les mêmes, hein, avec des divisions par 2, 3, etc. jusqu'à 9, puisqu'il y a des sièges à pourvoir. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ce résultat-là avec les S, oui, parce qu'il y a 6 plus grands restes qui sont ici, et par conséquent 5 sièges pour la liste 1, 2 sièges pour la liste 2, 1 siège pour la liste 3. C'est le même résultat que dans le système d'autres, mais c'est au hasard. Il favorise encore plus les grosses listes. D'ailleurs, le député qui avait présenté ça au Parlement à l'époque avait dit que son objectif était d'écarter la poussière des partis. Autrement dit, on ne veut pas des petits machins avec qui c'est difficile de négocier et de gérer. Là, c'était pas que le cordon sanitaire, c'était vraiment pour les choses. Bon, ben écoutez, c'est exact. Oui, pardon, c'est la première chose. Deuxième chose, ça ne respecte pas non plus la règle du bon sens, hein, puisque la liste 1, à nouveau, parce que c'est le résultat précédemment, reçoit 2 sièges en plus que les sièges directement attribués. Ne respecte pas non plus la règle du proportionnel. Là, j'ai dû changer les chiffres, parce que sinon... Mais je ne vous ai pas changé beaucoup. Hein. 120 électeurs, 8 sièges à pourvoir, 4 listes, simplement les chiffres 59, 34, 19, 8. J'ai ajouté 2 unités aux 2 premières, qui deviennent 61, 36, et j'ai retranché 2 unités aux 2 suivantes, qui deviennent 17 et 6. On fait les calculs. Les dus sont forcément les mêmes, puisque les... non, ne sont pas nécessairement les mêmes. En fait, j'ai fait le calcul, parce qu'on a changé les chiffres ici. Mais bon, c'est 3, 2, 1. Et dans ce cas-ci, on a 5, 3, parce que celui-ci, il est plus petit que le 9 et que le 17. Donc, la répartition, c'est 5 et 3. Et donc, dans ce système-là, la liste 2, qui devait... excusez-moi, la liste 3. Je vous rappelle que c'était 15 le quotient. Hein. Ici, elle a obtenu 17, donc elle a droit à 1 siège, et elle ne l'a pas. Voilà. Donc au communal, il fait avoir la plus grande chose comme propriété qui fonctionne. Hein. Donc j'ai résumé ça ici. Pour les scrutins proportionnels en Belgique, enfin, pas nécessairement en Belgique, les 2 premiers c'est des choses plus générales. Pardon. Mais la méthode des plus grands restes, qui est fort plus utilisée d'ailleurs, c'est bon pour les 3 critères. Les plus fortes moyennes, c'est pareil, équitable, on a dit que c'était peut-être pas tellement grave, et ça ne respecte pas le bon sens. Donc, puisque c'est les 2 mêmes, forcément j'ai les mêmes couleurs, et à Périali, il y a des rouges partout. Voilà. Je vous remercie. Un exemple chiffré pour la parenture. Parce que la description que j'en ai faite est assez abstruse, abstruse. Moi, j'aimerais bien. Ouais, oui. Moi, je ne sais pas si vous avez des... Mais tu as préparé un fichier Excel? Oui, ah, voilà. Regardez ça. C'est dit. Oui. Bon, c'était relatif aux élections du Parlement wallon en 2009. Et c'est la province de Liège. Il y avait 23 sièges à pourvoir, 13 dans la circonscription de Liège, l'arrondissement de Liège, 4 pour Louis-Warren et 6 pour Verviers. Et voilà les résultats qui ont été obtenus par circonscription. Je fais le total, je fais ceci. Pour les différentes circonscriptions, je fais le total aussi pour la province. Alors, première répartition. Il y avait l'application du critère du seuil. Il y a toutes les fois, mais ce n'est pas possible.
feuilles en revenant. Nous, c'est pas fait. mais écoute, je n'ai plus la main. Oui, ici, essayez de changer ici. Là, écoute, c'est pas mal, je me bien avant. C'est l'environnement qui est... Voilà, ce que je fais. Je sais que... Actuel. Mais non, j'ai vu. Tout à l'heure, quand tu l'as testé, ça marchait. Ah oui. Et Et moi, j'ai quitté la commission bancaire il y a 10 ans. Je suis devenue professeure dans l'enseignement supérieur. Et j'ai arrêté il y a 1 an. J'aimais bien. J'expliquais le contrôle des entreprises d'assurance à des gens qui devaient graduer en assurance. Donc c'est très intéressant parce que ça les intéressait beaucoup. Et alors je me suis toutes les assurances techniques. Qu'est-ce que vous entendez par assurance? Ah voilà, il y a l'assurance technique traditionnelle. Et puis il y a l'assurance de l'informatique, l'assurance du nucléaire, Oui, toutes d'accord. ces histoires-là. Et ça les intéressait aussi parce que c'est la vie. Oui, voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Je fais une carrière de toute façon. Je n'ai jamais fait que de la vie. Ah, oui. Donc les gens que j'ai C10, il y a trop longtemps. J'ai travaillé avec. donc le nombre de voix remportées par le nombre de voix de votants, pardon, dans la circonscription de Liège divisé par les 5%, ça va nous donner 16 833. Ceci pour Louarn, ceci pour l'arrondissement de Verviers. Et vous pouvez voir que pour les 4 listes que voit la PSMR et le CDH, le critère est satisfait. Et là, j'ai remis plusieurs listes, pour ne pas avoir un tableau qui est énorme, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Et là, le critère n'est pas satisfait. Autrement dit, ces voix-là sont écartées. Donc, on va enlever cette partie-là du tableau, on va faire les répartitions. Donc, ça, c'est les écartés pour la répartition. Et donc, on va seulement garder ce morceau-là. Mais les calculs avec les V se font à partir de ces chiffres-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des guillemets à total. Ce nombre-ci, ce n'est pas celui-là, ça tient compte de ça aussi. D'accord? Première répartition. On avait dit, on partait des quotients électoraux, c'était les VJ sur Q, mais je fais ça 3 fois pour chacune des circonscriptions. La première répartition se fait au sein des circonscriptions. Donc je trouve ici, donc ça c'est le VJ sur Q, ici dessus, là, le C27 sur E4. Et je calcule les DAJ, comme on l'a expliqué précédemment. Donc je divise ce score par une quotient électorale pour la circonscription de Liège, je trouve 0,003 si je me souviens bien, et ainsi de suite. Je prends les parties entières, c'est les sièges directement attribués aux 4 listes en question dans la province de Liège, qui avait 13 sièges à pourvoir, rappelez-vous, on vient d'en attribuer 10, il y en a encore 3 pour la deuxième répartition quand on regroupe les circonscriptions. Je fais la même chose avec l'arrondissement de Louarn et l'arrondissement de Verviers. Et par conséquent, si je regroupe tout ça dans un tableau récapitulatif, les sièges directement attribués aux différentes listes dans les différentes circonscriptions, c'est pour tout le tableau encadré. Donc, si je fais les sommes, voilà les directement attribués dans les différentes circonscriptions. Et voici les directement attribués dans la province pour chacune des listes. Là, il va falloir attribuer les restes au niveau de la province cette fois-ci. J'ai rappelé les chiffres pour les avoir sous les yeux. Là, s'applique la règle du quorum. Il faut 66% du quotient, etc. Donc, j'avais les quotients qui étaient de l'autant, si je multiplie par 0,66, voilà ce que j'obtiens. Donc, dans l'arrondissement de Liège, une liste pour pouvoir participer à la deuxième répartition doit obtenir 17 092 votes dans au moins une circonscription. Donc, pour le PSMR Écolo, c'est
le CDH n'atteint pas le quorum, mais il l'atteint dans les arrondissements de Liège et de Verviers. Donc, il suffisait d'avoir la règle du quorum sur au moins une des circonscriptions, c'est bon, et donc on va continuer le calcul avec les cartes de liste. Et puis on attribue les sièges d'abord aux listes, donc les sièges qui restaient, ils vont tomber sur les différentes listes parmi les quatre, et puis il faut se souvenir qu'après il faudra aussi les mettre, les redistribuer ces listes-là aux circonscriptions, parce que si le MR obtient deux voix supplémentaires, il faut dire est-ce que c'est un élu de Louis-Warren, de Liège ou de Verviers, évidemment. Et donc là, c'est la méthode des plus grands, des plus fortes moyennes, excusez-moi, où on avait ici une étoile, deux étoiles. Moi, j'ai mis un numéro, parce que bon, cette étoile à la fin, ça devient un peu difficile. Donc, j'ai le chiffre, les chiffres électoraux ici. J'ai calculé les DAJ, ça c'est des calculs qu'on a déjà fait. J'ajoute un au dénominateur et je prends la plus grande moyenne. C'est ce que Jefferson appelait la moyenne ici. Donc de ces quatre nombres-là, le plus grand c'est celui-là. Par conséquent, c'est le LR qui reçoit un siège supplémentaire qui passe donc de 3 à 4. Les autres sont inchangés. Okay. Je recommence, je divise les chiffres électoraux de départ par ce nombre-là plus 1. Et ça me donne ces chiffres-là. La plus grande de ces moyennes, c'est 29 622, qui appartient au CDH, donc on ajoute un siège au CDH. Et là, ça devient des DAJ 2 étoiles. Okay. Et puis je continue, voilà, jusqu'à la fin, et je constate donc à la fin que j'ai, pour le PS2, sièges en plus, pour MR 3 sièges en plus, pour Écolo un seul et pour le CDH un seul. Mais il faut se souvenir que c'était la deuxième répartition, c'est des attributions séquentielles. Là, j'étais obligé de le faire comme ça, et que je dois garder cet ordre-là pour attribuer les sièges restants aux différentes circonscriptions. C'est plus facile avec les chiffres qu'avec les formules. Autrement dit, je vais avoir dans l'ordre MR, CDH, MR, PS, Écolo, PS, MR. Donc, je dois garder en mémoire ces chiffres-là. Et donc, comment est-ce qu'on va les répartir? Écoutez, on se souvient des sièges qui avaient été directement attribués pour les 3 circonscriptions, mais les restes, ce qui n'a pas encore été attribué, c'est ce nombre-là. Et on a vu à l'étape précédente qu'il y avait 2 sièges encore pour voix pour le maire, 3 pour le PS, pardon, 3 pour le MR, 1 pour Écolo et 1 pour le CDH. Donc on va remplir ça avec la règle que je vous ai expliquée, qu'on va expliciter, séquentiellement, c'est-à-dire en commençant par le MR qui était c'est ça qui était déjà qui était le premier dans l'attribution par liste. Oui, c'était bien le MR. Donc on va commencer par attribuer un siège au MR parmi les 3, pardon, auxquels il a droit, etc. Et je dois respecter. La somme doit faire 3, 2, 2 ici, la somme doit faire 2, 3, 1, 1 là-bas. Donc maintenant, j'attribue les restes aux différentes listes suivant les chiffres qui viennent d'être expliqués par circonscription. Alors, je fais les calculs qui m'ont été proposés, hein, c'est pas grave. J'ai à nouveau recalculé les vigiles, les quotients, leur partie entière, etc. Et j'ai mis sur le côté l'ordre dans lequel il faut faire les attributions pour ne pas l'oublier. D'accord? Et on me dit de diviser ceci par DAJ plus 1, donc ceci qui est au niveau de la circonscription, mais le DAJ c'est de la province. Hein. C'est sur la ville. Et comme le nombre de sièges maximum à attribuer, c'est 3, je vais prendre les 3 premiers quotients, je vais pas aller plus loin, évidemment. Okay. Donc voilà, j'ai fait tous ces calculs-là, voilà ce que ça donne. Et bon, je fais ça pour Liège, je le fais pour Louis-Warren, je le fais pour Verviers. Et donc je dois
voir. Alors, je suis obligé de diminuer un tout petit peu. Est-ce qu'on voit tout? Ici, je vais faire à la main. Parce que, il faut bien comprendre avec les. Le premier, c'était. Donc j'ai un premier siège à attribuer au MR. Donc je regarde la colonne MR, c'est D, et je cherche le plus grand quotient. C'est celui-là. Et je vais peut-être allez, choisir une couleur parce que où est-ce que j'ai mes couleurs? Je ne sais pas. Plus à gauche, plus à gauche. Non, mais... Encore à gauche, encore à gauche. non, c'est pas la couleur du texte, c'est. Là, Ah, ici, c'est le voilà. Tu mets le MR en vert. Je vais utiliser la même couleur pour toutes. Hein. Donc, on a ici le premier siège suivant attribué, il est au MR à cause de cet ordre-là, et il est à l'arrondissement de Wiwarem. MR Wiwarem, un siège en plus. Le suivant, c'était CDH. Je vais voir la colonne CDH, la colonne F. Le plus grand des quotients en question, c'est 0,79. Je mets le CDH en vert aussi. Et c'est donc CDH dans l'arrondissement de Liège. Et puis, j'arrive au MR une nouvelle fois. Donc, je prends le MR ici. Le plus grand, c'est 0,87. Je ne me trompe pas. C'est donc un siège MR à Liège. Puis PS. PS, c'est 0,83. Marque particulière, non. Je vais voir pourquoi je me sens obligé de faire ça. Et c'est donc à Liège aussi. Et maintenant, on ne peut plus aller en chercher la Liège. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Après, c'était le écolo. On ne peut pas les prendre Écolo, celui-là. voilà. Or, on n'a que 3 sièges à attribuer à l'arrondissement de Liège. Ils ont déjà été attribués. La raison pour laquelle il faut le faire séquentiellement. Donc, on va voir le suivant. Le suivant, il est aussi à Liège. Le pauvre candidat qui est là et qui est éjecté pour ça. Ouais. C'est. Il doit supporter quoi. Qui déménage pour la fois suivante. Donc, Parce il que va ça, aller on à va aussi vérifier, les- quoi. Donc, pour écolo, le plus grand quotient, c'est celui-là. Ah oui, puisqu'il. Oui, il y a un autre liégeois qui est passé outre aussi, tant pis pour lui. Oui. Mais c'est d'où l'obligation de le faire séquentiellement, sinon on n'a pas de règle en fait. Hein. Donc ici on a un siège pour écolo à Verviers, Et on a fini pour le PS pour le suivant, mais le PS c'était ce colonne-ci, voilà. On ne peut pas à Liège parce qu'on a déjà eu son résultat. Est-ce qu'on Il faut aller à vérifier. Non, C'est mais quoi, 0,75. à Verviers. Donc, Mais il n'est pas un moment où on va coincer. Ah, on peut à Verviers, un siège pour le PS et le troisième siège supplémentaire pour le MR. Mais le MR, le plus grand, c'est quoi? On ne peut pas utiliser ceux-là parce qu'on a déjà rempli à Liège. On ne peut pas le faire à Verviers parce qu'on a déjà rempli les deux qui nous avaient droit. Donc c'est le deuxième quotient à Wiwarem. Celui-là, il est plus que tout le monde, je vois. Il a peu de votes et il est élu. Et donc ici on a. Je regarde si je ne me suis pas trompé parce que j'ai préparé évidemment. Et donc les directement attribués dans la première répartition, plus ceux qui viennent d'être attribués comme reste sur la province par le régime de l'apparentement, va me donner ceci, et donc ça c'est le résultat des élections en question. Je
Je crois que ça va la peine de regarder les chiffres. Oui, je crois que c'est pas ça. C'est pas De temps en temps, la théorie, l'écriture théorique, même si on est mathématicien et qu'on est à l'aise avec, il y a quand même de la gymnastique, j'allais dire. Voilà. Ben, si vous avez des questions... Et en pratique, ils ont des programmes pour tout calculer, j'espère. J'espère qu'ils ne font pas ça comme moi. À mon avis, ils font ça à la main, c'est pour ça que ça prend trop de temps. Bon, ça fait encore plus, ça pour avoir les résultats. Secrétaire d'un bureau de dépouillement quand j'étais jeune, même par les comptages, on allait reporter les urnes avec les résultats chez le juge de paix, qui nous procédait à quelques vérifications de type balance carrée, etc., avant de nous libérer. Les calculs, nous, on ne le faisait pas. Est-ce qu'il y a des raisons pour faire différemment aux législatives et aux communales? Des raisons historiques? Écoutez, la personne qui a présenté ça au Parlement, le système impérialiste qui vient de loin, historiquement, a dit que ça va permettre d'écarter un petit peu plus les petits partis qui nous embêtent pour faire des coalitions. Il faut faire une coalition à 4 au lieu de faire 2 ou 3, etc. C'était l'argument qui a été avancé. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si c'était été rendu compte qu'il n'y a aucune propriété souhaitable qui est satisfaite. Mais est-ce qu'il y a un moyen de trouver quelque chose qui est dans laquelle la règle du bon sens est respectée? C'est parce que problème, vous avez c'est ceux qui font passer les lois, c'est ceux qui sont au pouvoir. Dans les 4 que j'ai présentés, il n'y a que les plus grands restes qui dans celle-là. Ouais. Mais le problème, c'est que ceux qui peuvent faire changer les lois, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont pas intérêt à faire changer, sinon ils perdraient leur place. Voilà. Oui, parce que si ça veut dire dans notre système, c'est Il y a quand même des cas où il y a des exemples. Je ne sais pas, moi, la réforme des pensions, il y a quand même des experts. Il y a Pierre de Voltaire, dont on parlait tantôt, qui a quand même mis son grain de sel dans... Oui, cette commission de pension est constituée de gens de bon niveau, etc. Il a l'occasion de donner son avis, elle ne décide non, pas. Non, c'est pas du tout la même chose, mais je veux dire, il y a moyen d'influencer. Ils sont basés sur des modèles que j'ai vus qui sont quand même partiellement erronés, ces présentations présentes des graphiques faux, je ne suis pas convaincu. Et il dit, c'est la seule façon de maintenir le système. Oui, le système actuel. Mais ce système est-il le bon? Non. Et ça, il ne va pas jusque-là. Et ça, c'est le problème. C'est vrai que le système actuel, depuis 30 ans, consiste à faire partir tous les gains de productivité vers le capital, et on se dit, on va continuer à faire ça. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut changer le système de façon à protéger les retraites. C'est la seule façon. Continuer, puis si tu regardes un peu les chiffres, depuis 30 ou 40 ans, tous les gains de productivité vont à l'argent. C'est-à-dire à 2 ou 3% de belge. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que Berkeley veut conserver le système. Il ne veut pas conserver les pensions, ce qui n'est pas la même chose. Il veut conserver le système de pension. Et moi, je pense qu'il faut aller plus loin et lui dire, monsieur, non, et personne n'ose le dire. Et quand on a eu une assemblée d'actuaires dont je fais partie, j'étais le seul à dire, oui, il raconte des choses, et on me dit, non, tais-toi, c'est jamais gentil, il est venu chez nous. Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais je suis désolé, c'est pas vrai. Et là, ça va être la même chose. C'est pas, tu sais que c'est la première fois que je comprends comment c'est décidé. Vous saviez, vous? Moi, je ne savais pas. Moi, je connaissais la méthode de Dot et tout, mais c'est la première fois que je vois. Je dis impérialiste, je connaissais pas. Je connaissais tout jusqu'à Jefferson, mais pas... Impérialiste, je ne connaissais pas. Ah oui, pourtant, c'est très très vieux, hein. C'est le début du XXe siècle. Hein. Oui. Ça devrait être enseigné, ça, tout le monde devrait savoir ça. Bon, ça ne concerne pas la Belgique, mais est-ce que dans d'autres pays, est-ce qu'il y aurait moyen d'introduire quelque chose qui tient compte des abstentions, dans des pays où le vote n'est pas obligatoire? Et pourquoi est-ce que ça ne concerne pas la Belgique? J'ai l'impression qu'on néglige complètement, alors que ça veut quand même dire quelque chose. C'est quand même un signal. On dit généralement que les votes blancs vont plutôt à la majorité. Enfin, pour viser la majorité, j'ai jamais très bien. Ils sont écartés. Oui, ils sont écartés du calcul. Donc ils ne peuvent pas aller. Oui, ils ne sont pas mais ça renforce peut-être le poids des proportions changent, du coup, indirectement, ça renforce les plus grosses listes. Si une liste a 30 votes sur 50 et qu'on enlève 10 votes blancs, elle a 30 sur 40. Donc
Donc c'est comme ça que ça renforce les plus grosses Et puis on enlève encore les petits partis. Oui, mais c'est le système qui renforce les grands listes et pas le vote blanc de la personne qui vote. Non. Oui, c'est ce qu'on fait des chiffres électoraux Donc, dans un deuxième temps, oui, bien sûr. Et en Belgique, il y a de plus en plus de vote blanc et nul. Ah, le jour où on dit ce n'est plus obligatoire, Ouais, le vote est obligatoire. ça va faire tomber café. Déjà, ça. Il y en a quand même beaucoup. Mais ça, je trouve qu'il est réellement plus significatif parce que le vote est obligatoire. Parce que ça signifie, Oui, c'est ça. ça signifie je ne suis pas en accord avec ce qui est proposé. Et donc il y a bien une signification, mais pour moi... Quand le vote n'est pas obligatoire, ça peut être Au niveau simplement européen, il y a une majorité de type de système. Ça, je vois si Parce que l'Europe pourrait nous imposer autre chose, parce que c'est peut-être pas le système en France, Parce que ça voudrait dire choisir un système qui est le système allemand de tout de suite on va avoir on va dire d'accord, le système il est comme ceci, et les gens qui vont répondre ça, c'est des élus dans leur système, parce que vous n'êtes pas dans un... Non, il y a probablement d'autres domaines sur lesquels on peut unifier un peu en Europe que c'est ici, même dans les États des États-Unis, il y a des choses qui sont différentes. Vous avez vu que le Maine et le Nebraska n'élisaient pas de la même manière leurs grands électeurs, par exemple. Et c'est assez difficile de les faire changer. Il y a quand même pas mal de lois différentes dans les différents États. Déjà des États-Unis qui sont un seul vrai pays, mais alors au niveau de la communauté européenne, ce qu'on arrive à déjà, quand passer on voit en comme Belgique, unification, c'est pas les mêmes parlons systèmes, pas de la fiscalité, Maintenant, une question c'est qu'apparaît la notion de liste. Mais au fond, si on supprime cette notion de liste, on peut toujours attribuer les sièges. Oui. C'est ça. Oui, il y a des raisons pour ça se fait, je me suis dit, mais c'est vrai que, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de liste aussi? Il y a de regroupements idéologiques, il y a des possibilités d'obtenir du financement, ce n'est quand même pas rien non plus, évidemment. Les personnes qui se présenteraient de manière complètement isolée, pour faire de la publicité, etc. Mais l'obtention du financement, ça signifie du lobbying. Si, bien sûr. Donc, en réalité, si on supprime les listes, on supprime une composante des lobbying. Moi, mais si on ça voudrait dire avait... aussi, bon, je reçois dans ma boîte aux lettres un certain nombre de photos et de machins comme ça, mais parfois aussi des programmes électoraux. Qui sont intéressants. Moi, je les lis. Moi, je l'ai lu aussi. Moi, je les lis. C'est vrai que la proportion de la population qui lit les programmes des différents partis, c'est probablement faible, mais enfin, moi, je trouve que ça a un certain intérêt. Mais si les candidats se présentent indépendamment les uns des autres, là, je ne vais pas non plus lire 250 programmes électoraux. Et comment est-ce qu'on limite le nombre de candidats? Si tu as quelqu'un qui a 700 000 voix, comme Le Terme, Oui. il est lui seul à 700 000. Et alors? Ça n'a pas de sens. Un autre sera élu avec 5 000. Ça pose problème aussi. Même si tu as des candidats et qu'on décompte les N premiers qui ont le plus de votes, le premier peut avoir 50 fois plus de votes que le deuxième. Le Terme a fait 700 000 voix. Oui, c'est possible. Maintenant, plus personne n'en veut, mais à l'époque, c'était Monsieur Sauve la Flandre. On ne connaît pas la Brabançonne. On ne connaît même pas la Brabançonne. Non, mais enfin, c'est déjà pas mal. Non, mais... Ah oui. Non, mais un gars qui fait 700 000 voix, qu'est-ce que tu veux faire? S'il n'y a pas de liste, s'il n'y a pas de gens derrière... Et même chose à Anvers, à mon avis, tu supprimes 2 F. Que fait le deuxième après 2 F en Anvers? Si on laisse ouvert à n'importe qui se présenter, comment est-ce qu'on limite le nombre de candidats? Ah oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on devrait limiter? Bonjour les bulletins de vote, quoi. La démocratie. Oui, mais non, si c'est électronique, Bah oui. Voilà. Moi, je ne veux pas de vote électronique, c'est autre question. Dans la province de Liège, pour les parlements, il y a 23 sièges à Moi, c'est pas pouvoir, vote électronique. dont 13 dans l'arrondissement de Liège, si je me souviens bien des chiffres. Et voilà, on a 13 noms dans chacune des listes, sauf peut-être une petite liste. En République démocratique du Congo, il y a un vote papier. Je ne suis
Pas sûr qu'il n'y ait pas besoin. Ça reste Bon, ici, les contrôles sont tels que... Et si c'est plus mais dans l'absolu, théoriquement, intellectuellement, pourquoi pas. Mais Alors, intellectuellement, lui, organiser qu'est-ce que tu conseilles personnellement, à ça Turquie? me paraît compliqué de laisser... Oui, oui, mais... Moi, ce qui Mais si on m'embête est dans le modéliste, système en fait, utilisé, c'est c'est l'occasion que des règles de qui tuer paraissent la liste. du bon sens, du proportionnel, par exemple, c'est ne soient pas satisfaites. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez inadmissible. Oui, Alors que la méthode des plus grands restes, c'est comme la plus facile à comprendre. Quand Mais- on regarde mais le oui. tableau, et c'est Mais la intuitivement, avant même que vous présentiez n'importe quel truc, c'était ce qui était écrit. et ça a toutes les propriétés, à part l'Alabama, mais On commence c'était pour par ça, pouvoir on comprendre. utiliserait l'autre Oui, juste en cas ouais. de vide. Donc en fait, ce qui est intéressant à enseigner, c'est pas nécessairement à calculer, à faire les calculs, mais à comparer les systèmes et voir les avantages et les inconvénients et voir que finalement les choix sont faits par des gens qui mettent en veulent place manipuler, des biais ou pas, finalement, dans le Mais en fait, c'est ça. Donc politiquement, il faut choisir le bon biais. Quoi. Oui, Ou pas, il n'y a, puisque, il y a en pas fait, de on système peut- qui soit évidemment meilleur que tous les autres. Parce que c'est un problème qui est tellement multicritère qu'il n'y a pas moyen de... Il y a toujours moyen de trouver un petit défaut quelque part, défaut de thématique comme on les a mentionnés proportionnels, ou défaut peut-être un petit peu philosophique, que sais-je. Donc on ne trouvera pas un système qui est idéal. Je ne crois pas qu'on a choisi les meilleurs avec d'autres et impérialistes, surtout avec impérialisme. Ah oui, pardon. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ben, sinon, moi je te remercie en tout cas de... De rien, c'était un Ben, plaisir. je ne sais pas combien de fois que Louis nous fait le plaisir de faire une conférence.